Bonsoir Ulysse. Bonsoir Rémi, comment ça va? Très bien, très bien. Super. Bonsoir les amis. Bonjour. On se parle ce soir, on va en train de parler un petit peu, d'essayer de vous expliquer ce qu'on fait nous maintenant avec les entrepreneurs et la raison pour laquelle on a commencé ce travail. Et donc avant de peut-être de commencer ça, on va peut-être simplement un premier point de situation, c'est on s'est rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs se sentaient piégés dans leur entreprise. Ils avaient développé une entreprise qui était au départ censée leur libérer du corporate, libérer des heures et des chefs et tout ça, mais ils finissent par se rendre compte que ils ont créé un système où ils sont de nouveau employés de leur propre entreprise et ils n'ont pas de temps pour eux, ils n'ont pas de temps pour leurs projets et tous leurs projets qu'ils avaient construits de liberté maintenant se retrouvent à travailler des longues heures la nuit, les week-ends. Et donc sur cette observation, on a commencé à travailler avec des entrepreneurs pour les aider à se libérer de cette situation-là. Mais avant qu'on parle un peu plus en détail de ça, on va peut-être se présenter un petit peu. Ulysse, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et ce que tu as fait jusqu'à présent? Voilà, donc moi, ça fait depuis 2 ans qu'en fait que j'accompagne les entrepreneurs à travailler sur leur mindset, parce on a découvert que en fait l'entreprise, c'est aussi en fait l'humain qui est derrière. C'est pas juste les chiffres, c'est l'homme. Et l'homme, c'est une grosse entité. L'homme et l'entreprise, ce n'est pas séparé. Donc c'est là où en fait nous on rentre. On s'est dit avec Rémi que lui est exécutif et Alors, moi, effectivement, j'ai un passé de direction financière. J'ai travaillé pendant 25 ans dans différentes organisations dans plusieurs pays. Et donc, dans ce parcours-là, j'ai eu à mener différents types de changements, de restructuration, d'impacter, de travailler vraiment main dans la main avec les directeurs généraux, ou bien les CIO à ce moment-là, pour les aider à mettre en place des projets, des développements, des changements qui ont pu avoir lieu. Et donc, c'est une des approches qu'on apporte dans notre projet. En plus de partie du mindset, on a la partie un petit peu financière et opérationnelle, donc toute la partie process et finance. Mais un élément supplémentaire qui est ma deuxième casquette, ma casquette de leadership coach, où on les aide aussi à travailler sur les équipes. Parce qu'en fait, comme disait Eunice, derrière une organisation, il y a une personne qui est le chef d'entreprise, mais il y a aussi toutes sortes de personnes qui travaillent pour cette entreprise. Et donc, travailler sur comment on développe des équipes qui soient solides. Et donc, en fait, pareil, dans mon parcours, autant en tant qu'exécutif, à monter des équipes financières dans 8 pays, mais aussi par rapport à la partie des expériences en termes de coaching, depuis que ça fait 5 ans que je fais du coaching de leadership, c'est d'aider les leaders à mieux gérer leurs équipes et de pouvoir, de ce fait, se libérer du temps et commencer à travailler sur des choses qui sont plus importantes pour eux. Et donc, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ton parcours finance finance d'entreprise, par exemple? En fait, ce que tu as fait, quels sont vraiment les projets que tu as suivis, dans quel pays, dans quelles circonstances? D'accord. En fait, on a voyagé quand même dans 8 pays différents, dans des industries de différentes sortes. On a travaillé dans la logistique, dans la manufacture, une entreprise qui avait effectivement un certain nombre d'activités intéressantes, puisqu'il y avait la manufacture, de la franchise, de gestion de réseau, des services pré-vente, ainsi de suite. C'est une entreprise très intéressante. On a été aussi dans le service professionnel, dans les entreprises de recrutement, dans les entreprises de support, de consulting RH. Et donc, ça nous a mené un peu partout dans différents pays. Et donc, j'ai tant eu à travailler dans des situations de crise et de réduction de coûts, de situations de restructuration, parce que toute l'équipe dirigeante était partie d'une organisation, il a fallu reconstruire une équipe dirigeante, ou bien des situations de croissance complètement inverse, où d'un seul coup, il faut opérer un changement de casquette et commencer à travailler sur l'investissement, étudier quel est le meilleur investissement qu'on peut faire pour augmenter l'entreprise, mais aussi penser à système. C'est-à-dire que dans certaines organisations dans lesquelles j'ai travaillé, il a fallu penser comment on optimise les systèmes, comment on utilise les process pour qu'on puisse grandir sans démultiplier nos ressources dans le passage. Donc, il y a toutes sortes de travail, ce genre de travail que j'ai pu faire mener en termes de finances et process, et dans des pays de toutes sortes de différents. Donc, c'est très intéressant dans ce processus. Et on apprend, derrière tout ça, on apprend qu'effectivement, on travaille souvent, c'est avec des personnes qu'on travaille. Et donc, c'est pas juste les process, c'est pas juste les chiffres, c'est pas juste dire le directeur financier dit ça, et derrière, il y a des process derrière, il y a des personnes derrière. Et donc, en fait, l'importance
pour moi, dans ce travail, c'est non seulement de comprendre les chiffres, mais associer les chiffres à une réalité de business. Et en fait, c'est ça la grosse différence dans mon approche, c'est que moi, je suis un directeur financier de formation, directeur financier commercial, où je travaille main dans la main comme partenaire des opérateurs pour vraiment faire en sorte de faire le pont entre les opérations, les activités et puis la finance et inversement. Décision d'investissement, un nouveau client important, comment on prend ça en compte et comment on gère tout ça. Voilà. Donc c'est un petit peu ça qu'on peut apporter dans ce domaine. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte souvent, c'est que dans les entreprises, il y a pas de manque d'effort. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à travailler et faire des bons travaux et des gens sérieux et tout ça. Mais souvent, ce qui se passe, souvent, c'est un problème de manque de clarté. Oui. Manque d'alignement sur ce qu'on doit faire. Et donc, ce manque de clarté, manque de structure, ou bien parfois, souvent, le cas dans ce domaine un petit peu d'entrepreneur, c'est une situation de goulot d'étranglement où tout dépend d'une personne. Mais souvent d'ailleurs, qui est le dirigeant, le fondateur en tout cas. Le fondateur, oui, le fondateur qui est là, qui a toutes les solutions, toutes les réponses à tout ce qui peut arriver. Voilà. Ouais. Et donc, et en fait, on se dit, qu'est-ce qui en fait t'a poussé à lancer Next Step? Alors, Next Step Consulting, au départ, c'est venu de leadership. C'est comme ça au départ. C'était aider les entrepreneurs à mieux gérer leurs équipes et petit à petit sortir du jour le jour. Oui. Mais je me suis rendu compte que la partie leadership, donc gérer des équipes, était essentielle pour les aider à libérer du temps, capaciter les équipes en dessous pour pouvoir petit à petit déléguer. D'accord. Ça, c'était une première approche. Mais on s'est rendu compte vite fait que c'était pas la seule raison pour laquelle les entreprises n'évoluaient pas. Et donc, une des approches qu'on a dit, c'est effectivement, on s'est rendu compte de la partie financière. Parfois, on a développé un système. Là, par exemple, ce client dont on parlait un petit peu avant, on a un client qui a monté une business pour pouvoir être indépendant. Et puis, en fait, la première fois qu'il a pris des vacances, c'est au bout de 30 ans. Wow. Donc, passer 30 ans sur un business qui est censé être donné ta liberté, c'est quand même pas exactement ce que vous cherchez peut-être au départ. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il a géré son business pendant 30 ans de la même façon. Donc, il n'a pas évolué sur ses méthodes de process, de système, d'analyse. Et donc, toutes les décisions qui sont prises sur l'arrière d'une enveloppe, en fait, très rapidement. Et ça fait des impacts qui peuvent être importants. Par exemple, pas ce client particulièrement, mais j'ai un autre client en tête. Il était tout content de me parler, disant, voilà, je viens de signer un super gros contrat où on va gagner $1 million de plus par mois. Donc, effectivement, sur le papier, ça a l'air génial comme contrat. Mais après avoir creusé un petit peu, ce contrat, pour pouvoir, du fait des conditions qu'ils avaient signées, pour pouvoir servir ce contrat, il fallait qu'ils aient 3 millions de cash en plus sur leur compte en banque pour pouvoir opérer tout ça. Et ils n'avaient pas ces 3 millions de dollars sur le compte. Donc, ils se sont retrouvés dans une situation financière très difficile. Et en plus, ils se sont rendus compte que la marge qu'ils faisaient sur ce profit-là, sur ce contrat, était 3 fois moins grande que sur les autres. Donc, au global, moins de marge, beaucoup plus d'efforts, un coût financier énorme parce que ils ont dû transférer des fonds, continuellement transférer des fonds d'une banque à l'autre avec des coûts d'intérêt et des transferts énormes. Donc, au global, c'est ça la problématique, c'est quand on est en train de développer non seulement le leadership, mais c'est de comprendre aussi que derrière la stratégie, la partie financière, la vision qu'on a sur nos chiffres, la prise de décision doit évoluer aussi pour qu'on puisse permettre de sortir du jour le jour et vraiment prendre des décisions qui ont un impact au niveau du business. Eh ben, écoute, c'est intéressant, mais alors comment... Et puis là, il y a aussi cette sorte de mindset, en fait. Oui, parce que... Troisième partie qu'on n'avait pas vue au départ et qui est très importante. Oui, qui est le chef, comment dire, le fondateur lui-même. Parce que un fondateur, ce n'est pas une personne qui se réveille le matin et il a une famille, il a des amis, il a même, en tant que personne, il doit avoir ses propres préoccupations. Et donc, toutes ces préoccupations-là, comme je disais tout à l'heure, c'est que une personne, le business est tout, est l'ensemble de ça. Donc, cette personne, on n'arrive pas au bureau, ne sort pas de la maison en disant,
j'enlève toutes mes préoccupations, je les laisse ici et je vais travailler. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. On aurait bien aimé. Mais en fait, on part avec tous nos bagages au bureau et donc après, on se confronte à un employé. Et l'employé, c'est le même problème. Et tout le monde dans l'entreprise a exactement les mêmes conditions. Nous habitons sur Terre, on a chacun nos bagages. Et donc, si moi j'ai un problème et mon chef a un problème, et donc là on va, et donc qui souffre de ça, c'est le business, c'est le client, et tout. En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est un impact. On appelle ça en anglais, c'est le ripple effect. Donc en fait, une décision parce qu'il y a eu un petit problème, va avoir un impact sur tout. Donc il y a moins de productivité parce que la personne elle est plus stressée, un peu plus stressée, et le dirigeant ne comprend pas pourquoi est-ce que dans une situation qui paraissait minime en fait a créé un tel problème. Et donc tout ça, ce sont des choses que nous, à l'intérieur de Next Step, on vous accompagne, on accompagne en fait les entrepreneurs. Ouais. En fait, on parlait l'autre jour de cette situation de cet exemple. On disait parfois on rentre dans une pièce et on se rend compte qu'il y a beaucoup de tension dans la pièce. Ou bien parfois on rentre dans une pièce et on sent que juste qu'il y a un air très léger de joie ou de rigolade. En fait, sans qu'on s'en rende compte, autour de nous, et l'entrepreneur le premier, il projette autour de lui une énergie qui l'accompagne. Donc un entrepreneur qui est préoccupé continuellement, il va projeter cette préoccupation continuellement autour de lui. Et donc, les personnes autour de lui, qui le se rendent compte consciemment ou inconsciemment, vont le percevoir et vont réagir de la même manière. Donc, en fait, ce travail en termes de mindset qui est important, c'est non seulement, on aligne la partie financière, on aligne la partie des équipes, mais ce travail est important pour pouvoir permettre de débloquer cette situation qui vont permettre à l'entreprise de fonctionner correctement. Voilà. Et voilà, en fait, on va dire dans mon travail, moi je donne des outils à l'entrepreneur de pouvoir faire face à tous ces problèmes à tous, on va dire, ces bagages émotionnels ou autres qu'un individu a. Et donc, et non seulement pour lui, mais aussi pour comprendre comment exactement. Donc en fait, c'est de savoir, voilà, si moi je suis dans cette situation, cette personne est un être humain, il a les mêmes problèmes de bagages ou autres, elle doit avoir les mêmes. Donc en fait, l'outil, c'est pas juste pour lui, c'est pour lui se dire, comment est-ce que je peux aider mon employé à gérer cette situation au mieux. Voilà. Donc c'est là où on a ces trois approches qui se combinent ensemble pour permettre un accompagnement vraiment complet au niveau des entrepreneurs. On leur aide à avoir un outil de pilotage financier, opérationnel qui permet on a les chiffres corrects, on a les process corrects, on donne visibilité de ce qui est en train d'arriver dans l'entreprise de manière correcte, et pas simplement, comme disait quelqu'un à qui je parlais récemment, c'est on prend une décision par intuition plus ou moins, mais on n'a jamais vraiment fait les analyses propres pour savoir, et parfois on se rend compte que cette analyse n'est pas forcément bonne. On a la partie équipe, la partie mindset, et les trois ensemble font qu'on monte un système qui est indépendant du leader. Ça veut dire que le leader peut décider de participer ou non à l'entreprise. Donc il a le choix de dire je veux continuer à travailler sur ça, ou j'ai le choix de vouloir travailler une journée par semaine, ou 4 jours par semaine, ou 3 jours par semaine, parce que le reste fonctionne sans lui. C'est ça la démarche. Oui, et même nous, parce que nous on est mariés, ça fait 27 ans qu'on est mariés, et donc on peut imaginer que, évidemment, chaque jour, 27 heures, ça ne se fait comme ça, donc c'est une équipe, c'est une vraie équipe. Et donc avant même de travailler sur notre projet, ou si on doit avoir une réunion à deux, la première question que je pose, c'est comment vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes, monsieur, ce matin. Et en fait, et donc après, on fait des petits exercices de pouvoir se reconnecter et pouvoir être aligné. Et puis après, si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, on lève la main, on dit, écoute, là, stop, ça ne va pas. Et donc, c'est naturel, on est des êtres humains, on ne peut pas enlever nos manteaux. On a beau dire ce qu'on veut, on a beau dire c'est pas professionnel. On dit dans le monde corporate, c'est souvent le cas, on dit c'est pas professionnel si vous laissez vos émotions en fait. Mais en fin de compte, même si vous faites semblant de laisser vos émotions, vous les laissez pas en fait. On va vous dire non, mais je vais essayer de ne pas en parler, mais si vous avez votre mère qui est à l'hôpital, ou un enfant qui est malade à la maison, ou bien un problème financier à la maison, ou bien comme ce matin je parlais avec un client, donc la maison était inondée, que vous vouliez ou pas, même que vous vouliez
travailler au mieux, vous allez Ouais. travailler, faire votre travail, Ouais. mais vous avez des préoccupations Bah oui. derrière. Ouais. Et ces préoccupations Ça va vont impacter votre votre niveau de stress, voilà. votre communication avec les et autres. même le résultat que vous voulez produire Voilà. en continuant à travailler dans cet état-là. Et ensuite, donc, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? C'était par rapport à, en fait, qu'est-ce qui arrive par rapport par exemple, quels seraient, je cherche mes questions, pardon, quels seraient les grands défis, en fait, des leaders? C'est vrai qu'on en a parlé un peu plus, mais tu peux développer encore un peu plus ça? Ben, en fait, je dirais que les leaders, dans le cadre de ce qu'on voit, ils deviennent globalement un goulot d'étranglement. Mm-hmm. Et donc, tout passe par eux. C'est-à-dire que toutes les décisions passent par eux, tous les problèmes passent par eux, toutes les urgences tombent sur leur table, donc ils sont en train d'éteindre les feux constamment. Ouais. Et au fait, ce qui était bien quand l'entreprise avait 2-3 ans et que on était agile, on mettait la main à la pâte partout. Maintenant, avec la croissance de cette entreprise, maintenant, peut-être on a 25 employés, 10 employés, 15 employés, 20 en plus employés. Mais c'est tout qui revient sur notre table, on multiplie le nombre de requêtes par 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Ouais. Et ce qui arrive, c'est qu'au bout d'un moment, on n'a plus le temps pour rien. On est en train de travailler tard. Moi, dans mon propre rôle en tant que directeur financier à un moment, j'avais une équipe de 16 personnes. Et moi, j'étais super content quand les gens partaient à 5 heures parce que enfin, je pouvais travailler. Ouais. Et alors après, c'est que à 5 heures, moi, je travaillais encore 4 ou 5 heures après ça, et puis les week-ends, donc je travaillais en moyenne 16 heures par jour. Mais on s'en rend pas compte parce que c'est partie de la routine. Mais quand on finit au fur et à mesure du temps qui passe, on accumule de la fatigue, on accumule du stress, on accumule des discussions avec Eunice, par exemple. Elle me voyait pas de toute la semaine. Ouais. Les enfants me voyaient pas. Ouais. On finit par vivre dans les mêmes maisons, mais séparément, globalement, parce qu'on est complètement décoordonnés. Ouais. Les enfants, on profite pas de la famille. Ouais. Et puis après, il n'y a pas que ça. Il y a toute cette fatigue. Au bout d'un moment, quand tu dors 4 heures par nuit, que tu te lèves très tôt pour aller au travail, tu reviens très tard le soir, et tu fais ça pendant des mois et des mois et des mois et des mois, parfois des années. Au bout d'un moment, le corps en prend un coup, et le mental prend un coup. Donc en fait, on devient irritable. Les personnes vous disent quelque chose, tout de suite on est sur la fleur de peau. Ouais. Et ça peut arriver, et donc évidemment au sein de la famille, mais ça arrive également en entreprise, parce que encore, on va au bureau, on ne peut pas enlever la cravate, le costume. Et pourquoi est-ce que, donc en fait, à ton avis, pourquoi est-ce que ça arrive en fait? Qu'est-ce qui mène à cette... Parce qu'en fait, au départ, quand on se dit on veut créer une entreprise, l'idée est quand même belle. Donc, on a bonne idée, on veut résoudre les problèmes des gens, mais finalement, on finit par se créer... On résout pratiquement les problèmes des autres, mais on finit par se créer des problèmes nous-mêmes. Pourquoi est-ce que ça arrive? D'où ça vient tout ça? Mais en fait, il y a vraiment de multiples raisons, mais... Une des raisons que je vois, c'est on a en tant qu'entrepreneur, on a cette mentalité de résoudre des problèmes. Ouais. On veut résoudre des problèmes. Ouais. Et donc, quand on a des équipes, dès qu'il y a un problème, on est prêt à aider. Bah oui. Il y en a, moi, ce que j'appelle le syndrome du héros, c'est-à-dire que dès que quelqu'un a un problème, c'est « Yeah, j'arrive, je viens te sauver ». Ouais. Et en fait, au départ, ça commence comme quelque chose de naturel. C'est positif au départ. On dit on a des gens qui ont besoin, donc c'est très positif. Mais au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est que ce processus fait que les équipes deviennent dépendantes. Ouais. Elles ne viennent plus n'apportent plus de solutions. Elles rapportent que des problèmes. Ouais. Et le chef répond aux problèmes, donc c'est bon. Et donc, comme le chef répond aux problèmes, moi, j'ai pas besoin de réfléchir. Et bien, chaque fois que j'ai un problème, je vais voir le chef. Donc, ça crée un cercle vicieux sans qu'on s'en rende compte. C'est un système, en fait. Ouais. On a trouvé un système. Et donc, d'un côté, le chef, il dit, mais pourquoi ils prennent pas leurs décisions? Mais ils continuent à résoudre le problème, ça continue. Nous, dans le mindset, dans mon truc, j'appelle ça le autopilote. Autopilote, voilà. Tu es là en autopilot. Tu avances. C'est autopilote d'une certaine manière, mais aussi c'est le fait que on se rend pas compte qu'on est dans un cercle vicieux, parce qu'on a,
on a créé un système qui est basé sur quelque chose, une valeur qui pour nous est importante, d'aider, et c'est cette valeur-là qui pour nous nous guide dans ce domaine-là, d'accord? Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est parfois c'est un manque de confiance dans ces équipes. Est-ce que mes équipes vont être capables de faire le travail que je fais? Ou bien l'autre raison, c'est c'est plus long à expliquer que le faire moi-même. Donc je temps que je le fasse moi-même, parce que non, je vais perdre du temps à expliquer. Ce qu'on oublie, c'est que le temps que je perds à expliquer, c'est une fois ou deux que j'explique. Mais après, j'ai plus à faire le travail, donc j'économise du temps pendant tout le reste des mois. Par contre, si je le fais chaque mois, je continue à faire ce travail toutes les semaines ou tous les mois. Donc parfois, on ne fait pas tellement le compte par rapport à ça. Et donc après ça, donc, en fait, on parle souvent, donc justement, on va faire juste la transition avec le mindset dont on parlait tout à l'heure. Donc en fait, les gens sont sur autopilote et tout ça. Et donc en fait, mais pourquoi est-ce que c'est important le mindset en fait dans le contexte d'entreprise? Dans le contexte d'entreprise, beaucoup d'entrepreneurs, ils ont déjà cette idée de gagner, de succès. Ils n'ont pas peur de l'effort, ils avancent à fond. Et ils n'ont pas peur de prendre l'action. Prendre l'action et d'aller à fond et de mettre l'effort nécessaire pour faire avancer les choses. Mais au global, ce qui se passe, c'est que c'est très bien à un certain moment de l'entreprise, c'est très bien dans certaines parties du rôle, mais si c'est constamment le cas, on arrive à un niveau de surcharge. Et donc, en fait, quand l'entreprise grandit, l'entrepreneur, il doit redéfinir son rôle. Et en fait, beaucoup d'entrepreneurs ne redéfinissent pas leur rôle. Et donc, ils restent dans le même rôle continu. Et ce qui a marché, on va continuer à appliquer. Mais comment on gère une entreprise de 5 personnes, c'est pas la même chose que gérer une entreprise de 50 personnes, ou de 100 personnes, ou 200 personnes, ou 500 personnes, ou 1000 personnes. Parce qu'il y a d'autres préoccupations, il y a d'autres problèmes de gestion, il y a d'autres problèmes de process qui rentrent, il y a un problème de communication qui se développe. Donc, tout ça est important. Et donc, on parlait, en fait, au départ, on disait, qu'on parlait tout à l'heure de mindset, aussi d'énergie, c'est que l'entrepreneur, lui, il vient avec une certaine énergie. Cette énergie a une influence sur les gens autour de lui. Donc, ça va influencer l'équipe. Et l'équipe va influencer les autres leaders. Et au fur et à mesure qu'on influence une équipe, un leader, ainsi de suite, on va finir par influencer une organisation complète. L'autre jour, j'entendais, c'est un monsieur qui est assez connu dans l'espace de mindset, qui disait l'énergie du leader va en fait l'énergie du leader, c'est pas elle est liée à tout ce qui touche. Donc que ce soit à l'entreprise, parce que lui c'est son bébé évidemment et tout ça, mais cette énergie là, si elle est bien connectée, elle est centrée, c'est le leader est bien, on va dire, dans sa peau, on va dire ça comme ça, et ça va se ressentir, mais partout, à tous les niveaux, que ce soit l'employé, on va dire celui qui fait des livraisons, ou celui à tous les niveaux. Et donc cette énergie-là, que ce soit l'énergie ou aussi le mindset, cette force que a le mindset de motiver les gens, de s'auto-motiver, mais aussi de motiver, pas juste motiver, c'est la discipline, c'est la motivation, c'est l'encouragement, il y a tout ça. En fait, tout ça, ça va apprendre, parce que quand tu arrives, imagine si tu es un entrepreneur et tu arrives le matin, tu es là, et tout le reste de la journée, cette énergie va suivre tout le monde, pas que la personne, mais tout le monde dans l'entreprise. On avait une collègue comme ça, elle avait un signe visible de quand elle n'était pas de bonne humeur. Et donc, en fait, ça fronçait comme ça, elle avait un trait entre les deux yeux comme ça. Et donc, quand je suis arrivé dans cette boîte-là, on m'a dit autre chose. Si tu vois le trait, ne lui parle pas. D'accord? Et donc, en fait, tout le monde savait ça. Mais donc, on savait qu'il y a des jours, on savait d'office qu'il fallait pas faire de bruit, surtout rester sur la pointe des pieds. Et tout le monde devait parler moins fort, ainsi de suite. Et ça crée une tension énorme. Et comment tu imagines que la productivité de l'entreprise ce jour-là va être, en fait? Parce qu'en fait, oui, parce qu'on n'est pas concentré sur est-ce qu'on va le faire bien, on est concentré à ne pas faire de bruit pour ne pas déranger X, Y.
Exactement. Et donc, en fait, alors que si X, Y avait travaillé sur sa propre énergie, son propre mindset, en fait, tout ça n'arriverait pas. Voilà. Et donc, on continue. Et en fait, je dis, mais concrètement, comment se manifeste? Donc là, en fait, on a parlé un peu de ça. En fait, on s'est dit que le leader, il manque. En fait, on disait, on parlait de la fois, en fait, quand, à force de vivre certaines choses dans le passé, Ouais. Et de pas forcément avoir la possibilité d'exprimer, on enfonce les choses au fond de nous-mêmes. Ah bah oui, oui, oui. Ouais. Ça c'est Et donc, en fait, ça c'est le classique. Mais ça, c'est pareil pour tout le monde. Par exemple, c'est quand on te dit depuis que t'es enfant, parce que tu sais, dans nos sociétés, on nous dit, bah, tes émotions, bah, tu sais, faut pas parler. Faut pas en parler, c'est pas la peine, c'est pas important et autres. Et en fait, on garde tout ça. Et un jour, ça, c'est comme une cocotte minute. Un jour, il faut que ça sorte. Tant que t'es enfant, ça va bien parce que toi, tu as besoin de tes parents pour pouvoir survivre et avoir vivre seulement parce que tu dépends tellement d'eux. Mais quand tu es grand, tout ça, à un moment donné, il faut que ça sorte. Et en fait, on se rend compte que à force, on finit par ce qu'on appelle se mentir à soi-même, en fait. Ouais. Et en fait, on dit que voilà, mon intention c'est ça, mais je le fais pas parce qu'il y a beaucoup de règles derrière moi, d'éducation, de ce que fait la société, la culture, les valeurs d'entreprise, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ou qu'on dira-t-on, ou bien. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas, on n'exprime pas, parce que pour différentes raisons dans notre éducation. Ouais. Mais à force de les avoir au fond de nous, ça nous finit par nous bloquer. Ouais. Et encore une fois, quand on arrive à libérer certains de ces blocages, on arrive à avoir une communication beaucoup plus fluide et on peut parler des choses ouvertement sans rentrer en conflit. Ouais. Bien, même si c'est des conflits constructifs. C'est pas des conflits, on attaque le problème, pas la personne. Et pas la personne. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc après, on arrive. Et donc en fait, on se dit, bah donc, je recherche toujours les questions, en fait. J'ai la mémoire là qui planche. Tu vois, c'est les 27 ans de mariage, tout ça, ça crée des problèmes. Et là, qu'est-ce qui est le plus souvent, en fait, qu'est-ce que vous observez le plus souvent chez les entrepreneurs? Pardon, c'était parti parce qu'en fait, j'étais en train encore de penser à cette personne. Ouais. Mais en fait, des choses qu'on voit, par exemple, là, je suis en train de travailler sur un client particulièrement. Il a un business qui monte, qui grandit. C'est super. Donc, il y a ces ventes qui grandissent. C'est super intéressant. Mais ça commence à avoir des problèmes. C'est-à-dire que si ces ventes ont grandi, par exemple, je crois, 60% d'une année sur l'autre, okay, mais son système de financement n'a pas évolué. Maintenant, il se retrouve dans une situation beaucoup plus pénible parce qu'il a, par exemple, une ligne de crédit qui était développée pour un montant. Mais là, il est à 98% d'utilisation et ça fait qu'il y a très peu d'argent pour faire face à ses besoins. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Donc, dans ce cas-là, pour l'instant, il est en train d'essayer d'attendre que quelqu'un paye pour recevoir de l'argent pour pouvoir faire des opérations. Donc, il est un petit peu menotté à son entreprise. Donc, c'est tout un travail qu'on est en train de faire ensemble pour l'aider à comprendre où l'argent est bloqué. Ouais. Donc, en fait, il a tellement évolué tellement rapidement dans ses ventes qu'il a plein de clients dans son bilan qui ne payent pas. Ils sont là, ils attendent. Et il y a plein d'argent bloqué dans son bilan, mais qui ne sont rien faire. Donc ça, c'est une des premières choses qui apparaît. C'est-à-dire qu'on augmente, les ventes augmentent, ainsi de suite, mais le cash ne suit pas forcément. Bien, les opérations fonctionnaient d'une certaine manière. Et maintenant qu'on multiplie les opérations par 10, parfois, ou par 20, ou par 30, le système qui fonctionnait sur un fichier Excel, qui fonctionnait avec des papiers qui allaient de gauche à droite, d'un seul coup, ça ne fonctionne plus. Donc, en fait, il faut trouver des systèmes qui permettent de grandir, de multiplier son business par 10 ou 20 ou 30, sans avoir automatiquement à multiplier les équipes par 10 ou 20 ou 30. Parce que si chaque fois que vous avez 10% de vente, vous embauchez 10 personnes de plus, au bout d'un moment, ça devient pas rentable. Il faut trouver des situations de process pour pouvoir augmenter. En fait, quand on a la croissance, il y a de plus en plus de problématiques, en fait, et ça devient de plus en plus complexe. Et en fait, avec les complexités dans un système où tout dépend du leader,
la complexité va revenir sur le leader, sur les problèmes. Ouais. Alors, une entreprise qui au départ faisait des choses tout simples, maintenant elle est en train de développer son business, maintenant elle est en train de faire à l'international. Donc maintenant, d'un seul coup, ces problématiques, c'est plus des problématiques de client local, mais maintenant il faut comprendre comment je vends à les États-Unis ou je vends en Europe. Ouais. Mais il fonctionne toujours à la même mécanique. Donc tous les problèmes reviennent vers lui. Ouais. Ouais. Parce que je pense que concrètement, ce client-là, c'est ce que tu disais qu'il a maintenant, il achète ses matières premières, mes matières premières à l'étranger. Et donc, il se retrouve à devoir avancer sur des dettes. Donc il y a des programmes de dette de crédit pour faire les achats de biens à l'étranger. Ouais. Donc il est obligé d'avancer du cash avec un délai de 2 mois. Bon, on va pas rentrer dans le détail de ce client, mais en fait globalement, il se retrouve dans une situation où il a avancé beaucoup de cash pour pouvoir faire ses achats. Il y a un inventaire qui ne tourne pas forcément très bien, des clients qui achètent mais qui mettent beaucoup de temps à payer. Donc il y a beaucoup d'argent qui est bloqué dans un système qui n'est pas pensé parce qu'on continue à travailler de la même façon qu'on travaillait avant. Voilà. Ok. Et donc, quels sont les signes que l'entrepreneur, par exemple, est devenu le point central? Bon, déjà, première chose, toutes les décisions passent par lui. Souvent, ils travaillent des heures pas possibles. Beaucoup de ces personnes ne prennent pas de vacances. Mais quand ils prennent des vacances, ils sont connectés continuellement à leur téléphone, à leur ordinateur, parce que c'est le cas d'un autre client qui je peux aborder, qui m'a raconté, mes enfants disent qu'ils haïssent mon téléphone. Et une des histoires qu'il me racontait, c'est il est parti en vacances en pleine montagne, ils étaient je sais plus, dans les Rocheuses quelque part, et il reçoit un appel et il dit c'est une urgence, il a dû redescendre des Rocheuses, et c'est ses enfants et sa femme dans les Rocheuses en train de se promener, redescendre au chalet pour aller régler un truc sur l'ordinateur. Voilà, ça me rappelle quelque chose quand même. Ça. Moi, ça me rappelle quelque chose aussi, parce que ça m'est arrivé aussi. Moi, c'était mon travail en tant que financier. J'ai jamais déconnecté de mon téléphone et de mon ordinateur, parce que où que j'aille, il fallait que potentiellement je sois obligé de approuver un virement urgent ou régler un problème, ainsi de suite. Donc ça, c'est un des signes qu'on revient vraiment à l'étranglement. Mais aussi, on se rend compte parfois, on a le chiffre d'affaires qui augmente et la liberté qui diminue. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas là. Mais surtout l'épuisement aussi. On se rend compte qu'on travaille d'énormes heures, on est très fatigué, on commence à avoir parfois des problèmes de santé. La personne que j'avais remplacée, moi, au Portugal, est partie en burn-out. Et quand je l'ai remplacé, j'ai compris pourquoi il est parti en burn-out. On a réussi à résoudre le problème entre-temps, mais c'est des situations qui peuvent vite créer des gros problèmes à tout niveau. Et donc, tu parles souvent du passage d'opérateur à propriétaire, parce que ça, c'est l'objectif de notre... la plus grande raison pour laquelle on a monté ce projet, c'est de pouvoir aider donc les entrepreneurs à passer de employés, on va dire opérateurs de leur propre entreprise, à chef d'entreprise, à propriétaire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Comment est-ce que, par exemple, moi je viens vers toi, écoute, I'm drowning, je me noie, comment tu fais? Juste d'abord, avant, expliquer un petit peu ce que ça veut dire en fait passer d'opérateur à propriétaire. Et en fait, l'image que j'aime bien donner, c'est cette idée de conduire. Quand vous êtes sur la voiture en train de conduire et que vous conduisez à une vitesse réduite dans la ville, vous avez le temps de regarder un petit peu à gauche, à droite, vous allez être assez tranquillement, vous avez le temps d'observer. Quoique tout le monde ne roule pas tranquillement dans la ville. Mais à partir du moment que vous commencez à aller sur l'autoroute et que vous commencez à rouler à des vitesses beaucoup plus rapides, vous n'avez pas le temps de regarder ce qui se passe sur le côté. Vous êtes focalisé devant, surtout s'il y a beaucoup de circulation. Vous êtes focalisé devant et votre attention est complètement devant sur les voitures qui sont juste devant vous, s'ils freinent, s'ils accélèrent. Et plus va vite, plus vous êtes focalisé vers l'avant. Vous avez ce qu'on appelle un tunnel de vision, en fait. Et en fait, vous êtes amené à faire tout. Conduire, passer les vitesses, regarder la vitesse, regarder devant, regarder la rétroviseur. Et tout ça est en même temps. Quand ça se passe, ça, il y a beaucoup de chances que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. D'accord? Et plus ça va vite, plus c'est comme ça. On appelle ça mental overload, je sais pas comment on dit ça en français. On a la surcharge mentale, on va dire. Alors, notre principe, c'est de faire en sorte que l'entrepreneur, au lieu de conduire,
arrive sur le siège d'à côté, le siège passager, et que fasse venir d'autres personnes pour conduire. Parce qu'à un moment où on est sur le siège passager, généralement, c'est celui qui s'occupe de la musique, qui est plus trop relax, il est en train de regarder les paysages. Oh, vous avez vu les vaches, vous avez vu les chevaux, je sais pas quoi. Oh, tiens, il y a un centre commercial bientôt, il y a un restaurant, ou quelque chose. C'est lui qui va être peut-être un petit peu observer un petit peu ce que se passe. Donc, en fait, l'approchement voiture et entreprise, ce qu'on est en train de conduire, quand on est sur le siège passager, on peut voir un petit peu la concurrence. On peut voir les changements il y a des travaux en vent, mais peut-être des changements des législations. Il y a peut-être des entreprises qui ont d'autres idées, qui développent d'autres choses. On a cette possibilité de voir beaucoup plus large. On n'a plus cette vision qui est fermée, mais une vision beaucoup plus large. On peut même se dire, on a le temps même de faire des partenariats avec d'autres. Voilà. Avec d'autres entrepreneurs. Et ça laisse aussi le temps d'interagir avec les gens qui sont dans la voiture. On n'est pas complètement focalisé dans le stress de ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est un petit peu cette vision qu'on a de dire comment on passe d'opérateur à propriétaire, à vraiment chef d'entreprise. Voilà. L'opérateur est dans l'entreprise, il est jour le jour en train de faire les activités. Le propriétaire, il travaille au-dessus de l'entreprise, il travaille sur plutôt mettre en place des systèmes, bâtir une organisation autonome, pour qu'il puisse effectivement n'être là que pour la partie stratégique, développement de nouveaux projets, de partenariats, ou bien simplement de sortir un petit peu du jour le jour et avoir d'autres personnes qui travaillent pour lui. D'accord. Et comment tu fais ce passage? Comment tu peux proposer, je suis un entrepreneur, hop, comment tu me... Alors, on a les 3 piliers. Donc, le premier pilier, c'est d'assurer qu'on a un système financier et de process clairs qui permettent à l'entrepreneur de savoir où il va. Et pas de dépendre de l'intuition ou de ce qu'on a dit, ou ce qu'un des managers pense que c'est ça. On a des chiffres clairs, de manière régulière, qui permettent d'une part de voir ce qui se passe, mais aussi d'aider à projeter ce qui va se passer, parce qu'on a des idées de ce qu'on veut faire. Si on veut grandir notre business, avoir une projection de ce que ça veut dire. Si je veux dire, si je veux augmenter mes ventes de 20%, qu'est-ce que ça implique dans mes équipes, dans mes systèmes? Donc ça, c'est la partie importante au départ, pour pouvoir comprendre comment les entreprises fonctionnent et la mécanique derrière. Donc, si je résume bien, donc tu as les finances structurées, c'est ça. Donc, tu as la rentabilité, la trésorerie, c'est ça. Et puis après, les risques les analyses de risque qui peuvent avoir sur l'entreprise, de préparation à la croissance et la transmission ou la vente si la personne décide un jour de vendre. Cette partie-là, c'est le premier pilier, mais une fois qu'on a une vision claire des finances et comment ça fonctionne, on peut travailler sur effectivement les process derrière. Donc, la deuxième partie, c'est les équipes. Donc, il suffit pas d'avoir une finance propre, mais si les équipes continuent à venir vers vous toutes les 5 secondes, vous êtes constamment piégé dans l'entreprise. Donc, l'étape suivante, c'est d'aider à extraire la substantifique moi, comme on disait du grand Molière, mais les connaissances de l'entrepreneur, les injecter dans l'entreprise. Donc ça passe par la formation, ça passe par des process bien définis, des process de décision, des process de délégation. Et donc une fois que ça s'est mis en place, on a une équipe qui commence à prendre des initiatives, qui commence à pouvoir être autonome, et pouvoir prendre des décisions sans que l'entrepreneur soit impliqué. Ça veut pas dire qu'on ferme les yeux et qu'on ne prend pas les décisions. Il y a des règles en disant, jusqu'à tel point, vous pouvez décider, à telle partie de tel point, vous venez escalader vers moi pour que moi, je puisse prendre la décision. Donc, il y a des moyens de travailler de cette façon-là. La dernière approche, c'est effectivement ce qui fait que tout ça fonctionne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, jusqu'à présent, j'hésitais à déléguer? Qu'est-ce qui faisait qu'à présent, j'hésitais à regarder mes chiffres? Il y a toute cette partie de développement personnel qui fait que c'est ce qu'on travaille dans la partie plutôt mindset, c'est d'aider cette personne-là à comprendre qu'est-ce qui est en train de la bloquer par rapport à ça, qu'est-ce qui bloque dans la communication, qu'est-ce qui bloque dans la confiance dans l'équipe, qu'est-ce qui bloque dans la posture en termes de stratégie ou pas. Alors parfois on est tellement impliqué dans le business, on veut rester dans le business parce finalement on n'est pas à l'aise dans la partie stratégique. Et en fait, il faut redéfinir son rôle. D'accord? Donc ça, c'est ces 3 aspects qui ensemble nous permettent d'avancer. Écoute, c'est nice. Hein? Je pense qu'on a, qu'on pense, c'est qu'on en a beaucoup de clients qui sont en train de vivre ça. Et on est là pour les aider à faire cette démarche et pour les permettre de, effectivement, avoir l'entreprise qu'ils espéraient. L'entreprise qui les aide à vraiment être
business owner, propriétaire d'entreprise, et de vivre globalement de la rente de son entreprise sans avoir à être impliqué dans toutes les décisions à tout moment. Ouais, c'est vraiment ça. Enfin, en tout cas, moi, je suis contente du projet. Le projet me fascine énormément. Et surtout parce qu'en fait, en parlant avec certains... Hier, par exemple, on avait une réunion avec des entrepreneurs. Oui. Et ben pareil, on leur parlait de notre projet. Et c'est des entrepreneurs, ils sont là avec la tête. Oui. Et en plus, lui, un de ces entrepreneurs est solopreneur. Ça, c'est une personne qui est toute seule. Donc, il dit, mais même ces personnes qui travaillent toutes seules, au bout d'un moment, tu dis, mais est-ce que je peux effectivement, même si c'est pas embaucher les gens ou gérer, avoir comme si tu avais une équipe dans ton propre entreprise, mais tu peux faire, en fait, avoir des services externes pour pouvoir résoudre certains problèmes. Voilà. Donc, nous arrivons presque à la fin. Voilà. Et donc, si tu dois laisser un message à l'entrepreneur, les leaders d'aujourd'hui, c'est un conseil ou un message, lequel serait? Je dirais que si vous avez monté un business pour plus de liberté, on est là pour vous aider à que ça soit vraiment de la liberté et pas une prison. Donc, on est là pour vous aider à faire ce passage, main dans la main, pour vous aider, pour que vous puissiez grandir votre entreprise, mais sans être piégé par votre entreprise, basiquement. Voilà. Super. Écoute, merci. C'est une bonne soirée. Oui, merci. À bientôt, et puis à notre prochain appel. En fait, on pense notre prochaine vidéo, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on fera, mais dans pas longtemps, on aura une invitée qui va nous parler. En fait, maintenant, c'est très à la mode, l'intelligence artificielle, parce cette personne, c'est une entrepreneur, elle aide justement les entreprises, c'est une de nos partenaires, qui aide à automatiser le process. Et donc, voilà, stay tuned. À la prochaine. À bientôt.